Eh bien, on s'attendait à du monde, il y a du monde. Vraiment, on vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre appel. On est très heureux que vous soyez parmi nous ce matin. Donc, bonjour à tous. Tarbes en philo se poursuit, puisque vous le savez, ça a commencé hier avec la conférence inaugurale de Michael Fossel, notre parrain. Il nous a parlé du temps perdu. On a essayé de ne pas le perdre avec lui d'ailleurs. Donc nous voici à nouveau installés dans ce théâtre, fraîchement rénové. On est très heureux de pouvoir être ici ce matin. Donc ce matin, nous recevons avec grand plaisir M. Étienne Klein. Tout le monde connaît si vous êtes là, bien sûr. Il est physicien, il est directeur de recherche au CEA, professeur à l'École centrale de Paris. Il dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du CEA. Sur France Culture, il est producteur de l'émission Sciences en question. Il est également l'auteur de nombreux essais sur la physique et la question du temps dont il va nous parler aujourd'hui. Vous serez conquis sans aucun doute par l'éclat de son discours. Bienvenue, Étienne Klein. Merci d'avoir accepté notre invitation. Michel Tozzi va être votre assistant modérateur, on va dire. Merci Michel d'accepter. Alors avec Étienne Klein ce matin, il est question de savoir si le temps s'accélère, si c'est vrai ou pas. Enfin, il nous en dira plus que 2 mots. En tout cas, je vous demande de l'applaudir une nouvelle fois. Merci. C'est à moi de parler. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs pour leur invitation. Merci à Michael Fossel d'avoir, je crois, avancé mon nom pour venir à Tarbes, ville que je découvre. J'ai mis les pieds dans les Pyrénées, en montagne, mais la ville de Tarbes, je la découvre depuis hier soir. Et je crois pouvoir dire que c'est la seule ville de France qui organise des conférences le samedi à 10h du matin. Je veux dire, j'ai jamais vu ça nulle part. Moi-même, j'ai jamais parlé à 10h du matin, un samedi matin, donc je ne sais pas d'où vient cette tradition. C'est le fait que c'est une propriété du... C'est la 8e année. En plus, vous le savez que c'est bizarre. Donc vous... Bon, bref. Alors, la question posée, c'est est-ce qu'il est vrai que le temps s'accélère? C'est une question que je vais traiter assez rapidement, parce que la réponse est simple, et ensuite je parlerai d'autre chose. Donc, on est tous d'accord pour dire que l'urgence, en tout cas le sentiment d'urgence se liquéfie, au sens où l'urgence s'infiltre partout. On a tout le temps l'impression d'être en retard. Le rythme des informations, de la production s'accélère. On est tous en train de devenir des cybergédéons et des turbobécassines, pour reprendre 2 expressions qui ont été inventées par un mathématicien qui s'appelait Gilles Châtelet. Et donc au motif que tout s'accélère, on dit que le temps lui-même s'accélère. Et évidemment, c'est faux. Parce que, comme vous le savez, pour avoir une vitesse, ou plutôt, pour avoir une accélération, il faut déjà avoir une vitesse. Puisque l'accélération, c'est l'augmentation au cours du temps de la vitesse. Or, le temps n'a pas de vitesse, puisque une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Quand vous dites qu'une voiture a une vitesse de 100 km/h, ça veut dire que vous divisez une longueur parcourue, 100 km, par une durée, 1 heure. Donc une vitesse, ça consiste à diviser une grandeur par un temps. Et donc dire que le temps a une vitesse, ça voudrait dire que le temps change son rythme d'écoulement par rapport à son rythme d'écoulement. C'est une tautologie, ça ne veut rien dire. Ou alors si vraiment vous voulez donner un sens à cette phrase, vous direz que le temps est cette chose bizarre qui avance de 24 heures toutes les 24 heures. Et vous serez bien avancé. D'accord ? Autrement dit, le temps n'a pas de vitesse, il n'a pas non plus d'accélération, mais comme nous confondons en général le temps
avec les phénomènes temporels, au motif que les phénomènes temporels semblent s'accélérer, nous disons, par une sorte de contagion, que le temps lui-même s'accélère. Et si j'insiste sur ce point, c'est parce que, bon, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire que le temps n'accélère pas? Ça veut dire qu'une seconde d'aujourd'hui dure exactement la même durée qu'une seconde d'il y a 13,7 milliards d'années. D'ailleurs, si les secondes d'il y a 13,7 milliards d'années duraient aujourd'hui une demi-seconde, on ne dirait pas qu'elle dure une seconde. On dirait qu'elle dure une demi-seconde. Donc c'est pour dire que parler de vitesse du temps, ça suppose d'avoir un discours en quelque sorte autoréférentiel, par lequel on rapporterait le temps à lui-même, ce qui constitue une sorte de tautologie, voire dans certains cas de contradiction. Alors si j'insiste là-dessus, c'est parce que cette idée que le temps a une vitesse, et là je parle du temps quantitatif. Hier, Mickaël a parlé du temps qualitatif, notre rapport au temps, notre expérience du temps, et elle, évidemment, elle est sujet à l'idée d'une vitesse du temps. Notre rapport au temps dépend des moments. Et le sentiment que nous avons d'un passage du temps dépend du contexte et aussi de notre propre subjectivité, de l'attention qu'on porte à ce qui se passe, etc. Il y a toutes sortes de facteurs, d'ailleurs, qui jouent dans cette affaire, qui ont été identifiés par les psychologues. Mais moi, je vous parle là du temps objectif, celui qu'on mesure. D'accord ? Le fait d'associer une vitesse au temps qu'on mesure crée des contradictions, des malentendus terribles, notamment à propos de la théorie de la relativité d'Einstein. Vous savez, quand des physiciens font une révolution, en général, ils ne perçoivent pas la révolution qu'ils font. Autrement dit, ils vont traduire la révolution qu'ils font comme une évolution. C'est-à-dire, ils vont la dire avec les concepts de la théorie physique que leur nouvelle théorie remplace. Et celui qui a introduit l'idée d'une vitesse du temps, c'est un physicien français qui s'appelle Langevin, Paul Langevin, qui a expliqué aux Français en 1911 ce qu'est la théorie de la relativité d'Einstein qu'il avait publiée en 1905. Et en gros, il a dit, mais c'est comme la physique de Newton, il y a un temps et un espace. Mais la différence avec Newton, c'est que pour Einstein, il y a une vitesse d'écoulement du temps qui dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Et cette phrase a colonisé le langage commun, s'est enquistée même dans la pensée commune. Et j'ai été très surpris de voir, lorsque j'avais un fils élève en terminale, que dans son livre de philosophie, de terminale donc, il y avait cette phrase. Selon Einstein, la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Bon, je vous l'ai dit, vitesse d'écoulement du temps, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais admettons que des gens supérieurement intelligents comprennent ce que ça veut dire. Et vous leur demandez ensuite de comprendre ou de dire le sens qu'ils attribuent à la phrase que je viens de rappeler. La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Et mon fils m'avait interrogé là-dessus, et je lui avais dit d'ailleurs, pour la copie de bac, tu fais comme si tu ne connaissais pas. Hein. Tu répètes les phrases de ton bouquin, mais on ne se connaît pas, quoi. Hein. Mais comment est-ce qu'il a compris la phrase? Et comment est-ce que la comprennent mes étudiants à Centrale quand ils arrivent en cours? La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Alors faisons une expérience de pensée. Là, on est tous immobiles les uns par rapport aux autres. Très bien, on a des montres qui restent synchronisées, quoi que nous fassions. Ce qui donne d'ailleurs l'illusion que le temps est universel. Il ne dépend pas de l'observateur, il est même pour tout le monde. Et il est absolu, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas des mouvements qu'on fait dans l'espace. C'est ce que nous dit Newton. On a pris rendez-vous aujourd'hui, enfin pour aujourd'hui, il y a plusieurs mois, je crois. Pendant cette période, on a pris certains le train, d'autres l'avion, la voiture, etc. On a eu des mouvements dans l'espace et ça n'a pas désynchronisé nos montres, ce qui fait qu'on est à l'heure au rendez-vous. Donc ça alimente l'idée que le temps est universel et absolu. Mais ce qu'explique Einstein, c'est que c'est une illusion qui vient du fait que nos moyens de déplacement, quels qu'ils soient, ont des vitesses qui sont négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Autrement dit, si nos trains, nos avions pouvaient aller à ne serait-ce qu'un dixième de la vitesse de la lumière, on ne pourrait pas prendre de rendez-vous. On conviendrait de se voir le 14 juin à 10h. On convient de ce rendez-vous il y a 3 mois, par exemple.
eh bien, pour les uns qui ont pris l'avion à un dixième de la vitesse de la lumière, il sera peut-être 10 heures pour moi à ma montre, mais pour eux, il sera un autre horaire, de sorte que le rendez-vous sera raté. Autrement dit, le fait que nos vitesses de déplacement soient très lentes dans notre monde crée l'illusion que le temps est universel et absolu. Maintenant, faisons une expérience de pensée, qui a d'ailleurs été faite par Langevin, que je citais tout à l'heure. Imaginons que moi, je parte dans une fusée à une vitesse très élevée, disons la moitié de la vitesse de la lumière, donc 150 000 km par seconde. J'emporte avec moi des livres, ma montre évidemment. Je sais qu'en gros, quand je suis sur Terre, il me faut 3 heures pour lire un livre, à ma montre. J'emporte dans la fusée des livres de même épaisseur que ceux que j'ai l'habitude de lire, et je mesure avec ma montre le temps qu'il me faut pour lire les livres dans la fusée. Je me souviens de la phrase. La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Quand je suis dans la fusée, je suis en déplacement dans l'espace. Donc la phrase me dit que la vitesse d'écoulement du temps, pour moi, va être différente de celle qu'elle est quand je suis immobile. Et bien dans la fusée, je fais l'expérience, je mesure à ma montre le temps qu'il me faut pour lire un livre et je vais trouver 3 heures. D'accord ? Et mes étudiants, eux, ils pensent que non, on va trouver moins que 3 heures ou plus que 3 heures. La phrase les a induits en erreur. En fait, la théorie d'Einstein, elle s'appuie, comme la physique de Newton, sur le principe de relativité énoncé par Galilée. Et Galilée, il dit une chose toute simple, en une phrase. Il dit « le mouvement est comme rien ». Le mouvement est comme rien. C'est-à-dire que quand vous êtes en mouvement, à condition que ce soit un mouvement en ligne droite à vitesse constante, tout se passe exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement. Quand vous êtes au bar du TGV, si vous laissez tomber votre tasse de café, elle tombe à vos pieds, exactement comme si vous étiez à la cafétéria de la gare. D'accord ? Donc les phénomènes physiques se déroulent dans le train exactement comme ils se déroulent sur le quai de la gare ou à la gare. D'accord ? Et donc, quand vous êtes dans la fusée, le mouvement étant comme rien, ça ne change absolument pas la durée qu'il vous faut à votre montre pour lire un livre d'une taille donnée. D'accord ? Et Galilée, il continue la phrase en disant « le mouvement est comme rien et l'immobilité est un mouvement partagé ». Donc là, par exemple, on est tous immobiles les uns par rapport aux autres dans la même salle, mais en réalité, on va à peu près à 29 000 km par heure autour du Soleil. D'accord ? Donc on est dans le même mouvement, ce qui nous fait penser que nous sommes immobiles les uns par rapport aux autres, alors même que nous sommes en mouvement, mais ce mouvement pour nous est comme rien, on ne le sent pas. D'accord ? D'ailleurs, il y a quelque temps, j'ai pris un TGV pour Genève, et il y a eu un contrôle des billets, comme toujours, et un monsieur n'avait pas de billet. Donc le contrôleur a sorti sa machine pour encaisser l'amende, et le monsieur a dit à juste titre, monsieur le contrôleur, j'ai appris en classe de seconde le principe de relativité Galilée qui dit que le mouvement est comme rien, et depuis je refuse de payer mes billets de train. D'accord ? Et j'ai assisté à cette scène étonnante parce qu'à mon avis, je crois que les contrôleurs ils sont formés à cet argument pour répondre à cet argument, parce que je pense que ce n'est pas le premier à l'avoir sorti. Et le contrôleur a dit au monsieur, oui, vous avez raison, mais et il ajoute le morceau de phrase que ce passager avait oublié, l'immobilité est un mouvement partagé. Donc le contrôleur dit, monsieur, mais oui, nous sommes immobiles l'un par rapport à l'autre, donc nous partageons le même mouvement, donc payé. Voilà. Voilà, donc la différence entre Einstein et Galilée, c'est que Galilée dit, quand moi je reviendrai de ce voyage, ma montre sera encore synchronisée avec la vôtre. Voilà. Alors qu'Einstein dit, quand je reviendrai de mon voyage, qui aura duré par exemple 3 ans, quand je reviendrai, vous serez tous morts. Okay ? Ce qui crée une certaine différence entre les deux, j'en conviens. Ça ne veut pas dire que j'aurais vécu plus longtemps que vous. Vous allez vivre encore des décennies. Mais moi, j'aurais vécu à ma montre 3 ans, 2 ans, je ne sais plus ce que j'ai dit, 3 ans,
2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Bon, bref, peu importe. En fait, ce que dit la théorie d'Einstein, ce n'est pas qu'il y a un temps universel dont la vitesse d'écoulement dépend de l'observateur, qui est la vulgate fausse par laquelle on résume la théorie de la relativité. Ce que dit Einstein, c'est qu'il y a autant de temps propre qu'il y a d'observateurs différents. Tous les observateurs qui sont dans le même référentiel, comme nous tous en ce moment, nous sommes dans le même temps propre. Nos montres, quoi que nous fassions, restent synchronisées. Mais si un observateur se déplace dans l'espace par rapport à un autre, son temps propre va se désynchroniser de celui qui est resté immobile. Autrement dit, c'est l'idée d'une universalité du temps qu'il faut abandonner et non pas l'idée d'une élasticité qu'aurait sa vitesse. Et je dis ça parce qu'il y a énormément de contresens qui sont, je l'ai dit, enclenchés par cette mauvaise façon de la comprendre. En fait, un observateur ne peut pas être en mouvement par rapport à lui-même. Donc un observateur ne peut pas quitter son propre référentiel, quel que soit le mouvement qu'il effectue dans l'espace. Alors il y a une autre façon de dire la relativité qui est peut-être plus surprenante, c'est que ce que montre Einstein aussi, c'est que dans un référentiel donné, le temps, plutôt les durées, on les mesure avec une montre, une horloge, et les longueurs, on les mesure avec un double décimètre ou un autre instrument du même type. Et c'est ça qui crée la distinction dans notre esprit entre l'espace et le temps. Il y a ce qu'on mesure avec des horloges, il y a ce qu'on mesure avec des règles. Bon. Et en général, ça a été montré par des psychologues, à l'âge de 7 ans, un enfant, il a compris ça. La séparation entre l'espace et le temps, c'est clair pour lui. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, celui qui allait devenir son premier biographe a interrogé Einstein à Princeton et lui a demandé, à votre avis, d'où vient que vous avez été le premier à comprendre qu'il fallait revoir les relations entre l'espace et le temps? Et il s'attendait à ce qu'Einstein réponde, c'est mon génie. Et Einstein a fait une réponse assez étonnante, il a dit, c'est grâce à mon retard mental. C'est grâce à mon retard mental. C'est-à-dire que je me suis posé des questions d'enfant que j'ai résolues avec un cerveau d'adulte. Il a repris des questions qu'on considère comme réglées dès qu'on a atteint l'âge de 7 ans, mais lui, il les a re-questionnées, notamment à son adolescence, en posant des questions qui, en effet, ressemblent à des questions d'enfant. Par exemple, à l'âge de 16 ans, il écrit une lettre à l'un de ses oncles, qui habitait à l'époque en Allemagne. Lui était en Italie avec ses parents. Il lui écrit une lettre en disant que toute sa vie, il va s'interroger sur la notion de temps, d'espace, etc. Et la lumière. Et il pose une question toute simple. Qu'est-ce qui se passerait si de la lumière était capable d'émettre de la lumière? Question bête, hein? Si votre enfant, en rentrant de l'école, vous pose la question, vous lui dites d'aller jouer, quoi. Parce qu'à l'école, on apprend que les vitesses s'ajoutent. Quand vous marchez sur un tapis roulant, votre vitesse par rapport au sol immobile, c'est la vitesse du tapis roulant plus votre vitesse par rapport au tapis roulant. On ajoute les vitesses. Donc si de la lumière est capable d'émettre de la lumière, quelle sera la vitesse de la lumière émise par la lumière? On ajoute, ça fait 2 fois la vitesse de la lumière. Mais si la lumière émise émet à son tour de la lumière, quelle sera la vitesse de la lumière émise par la lumière émise? 3 fois la vitesse de la lumière, puis 4, puis 5, puis 6. Bref, du haut de ses 15 ans, 16 ans, il comprend qu'on peut fabriquer un escalier cinématique vers l'infini. Autrement dit, si de la lumière est capable d'émettre de la lumière, il doit y avoir de la lumière de vitesse infinie. Okay. Ensuite, il se pose une autre question. Qu'est-ce que je percevrais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux qui va donc à la vitesse de la lumière? Eh bien, il comprend que si vous êtes à cheval sur un rayon lumineux, c'est des ondes électromagnétiques, donc vous êtes dans la même situation qu'un surfeur qui est sur la crête d'une vague et qui avance en même temps que la vague. Et quand vous faites du surf, la vague qui est devant vous, elle est immobile par rapport à vous. La vague qui est derrière vous est immobile par rapport à vous. Donc quand vous faites du surf,
Vous voyez, un système de vagues est un système stationnaire. Vous avancez en même temps que les vagues, de sorte que les vagues par rapport à vous n'avancent pas. Okay. Donc Einstein en déduit que s'il est à cheval sur un rayon lumineux, il va avoir une onde électromagnétique stationnaire, une onde qui ne bouge pas. Bon. Mais du haut de ses 16 ans, il sait que les équations de Maxwell, qui décrivent la propagation des ondes électromagnétiques, n'ont pas de solution stationnaire. Et donc il se demande soit l'expérience de pensée que j'ai faite est une expérience impossible, soit les équations de Maxwell qui disent qu'elle est impossible sont fausses. Et en 1905, il va répondre aux deux questions qui s'est posées dans l'enfance. Quelle serait la vitesse de la lumière émise par de la lumière? Réponse, la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière, quelle que soit la vitesse de l'observateur dans l'espace. Ensuite, qu'est-ce que je percevrais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux? Question qui n'a aucun sens, parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Et donc, on ne peut pas être immobile par rapport à elle. La lumière nous apparaît toujours comme étant en mouvement. Et donc, on ne peut pas être dans un référentiel qui serait le sien, au sein duquel elle nous paraîtrait immobile. Et le seul fait de dire ça, ça oblige à changer les relations entre l'espace et le temps. Par exemple, si dans ce référentiel, qui est cette salle, on mesure le diamètre de cette table avec une règle, on va trouver, je ne sais pas, 50 cm. Et si je mesure le temps depuis lequel j'ai pris la parole ici, je vais trouver, je ne sais pas, 20 minutes. Il faut que je regarde d'ailleurs. Non, oui, 20 minutes, c'est bon, 20 minutes. Mais pour un observateur qui traverserait la pièce à grande vitesse, il y a une partie de ce que j'ai mesuré avec un double décimètre que lui mesurait avec une horloge, et une partie de ce que j'ai mesuré avec ma montre que lui mesurait avec un double décimètre. Autrement dit, dans chaque référentiel, il y a un espace et un temps bien déterminés, mais la frontière qui les sépare dépend de la vitesse qu'on a par rapport au phénomène dont on mesure soit la longueur, soit la durée. C'est ça qu'il découvre, et c'est ça qui oblige à penser l'espace et le temps, non pas comme des entités indépendantes, mais au sein d'une structure qu'on va finir par appeler à partir de 1908 l'espace-temps. L'espace-temps, on met un tiret, et le tiret veut dire que la séparation entre les deux dépend de la vitesse qu'on a par rapport au phénomène dont on étudie les propriétés spatiales et temporelles. Et en fait, si on veut dire la théorie de la relativité en une phrase, toute simple, elle dit ceci: dans l'espace-temps, tout va tout le temps à la vitesse de la lumière. Tout va tout le temps à la vitesse de la lumière. C'est un truc que je disais, moi, pendant le Covid. Vous savez, on avait 1 heure de sortie autorisée et on faisait la queue devant les boulangeries. Et je me souviens que des gens s'impatientaient. Ils trouvaient que ça n'avançait pas assez vite. Et je leur disais, mais c'est pas la peine de vous énerver. On est à fond, d'accord? Dans l'espace-temps, on est à fond. On va tous, en ce moment-là, on est tous en train d'aller à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps, bien qu'on ait une masse non nulle. Et j'ajoutais, si vous vous déplacez dans l'espace, vous allez ralentir la vitesse avec laquelle vous allez vers le futur. Donc restez là, faire la queue tranquillement. Plus elle avancera lentement, et plus vous irez vite vers le futur, c'est-à-dire vers la caisse. D'accord ? Voilà. Et donc c'est ça la relativité. Tout va tout le temps à la vitesse de lumière dans l'espace-temps. Et pour un observateur qui se déplace dans l'espace à grande vitesse, pas aux vitesses de nos moyens de transport habituels, pour lui, la vitesse avec laquelle il va vers le futur va être ralentie par rapport à un observateur immobile. Donc c'est ça le message principal. Et vous voyez que ça contredit complètement la façon ordinaire que nous avons de penser la relativité, au motif que tout serait relatif, etc. Non, non, ce qui est relatif, c'est la mesure des durées, la mesure des longueurs. Elles sont relatives au référentiel qu'on choisit comme référence. Mais la théorie de la relativité, c'est en même temps une théorie de l'absolu. Elle dit ce qui ne change pas quand vous changez de référentiel. Elle dit ce qui est indépendant
du référentiel que vous avez choisi pour faire vos calculs ou vos mesures. Et parmi les choses qui sont absolues, c'est-à-dire qui ne changent pas quand on change de référentiel, il y a la vitesse de la lumière. Elle est indépendante de la vitesse de la source qui émet cette lumière, et elle est indépendante de la vitesse de l'observateur qui mesure cette vitesse. Faisons, pour finir sur ce sujet, qui a été finalement plus long que ce que je pensais, faisons une expérience de pensée. Imaginons qu'on soit dans la rue, immobile, et à quelques centaines de mètres de nous, il y a une voiture qui est elle aussi immobile, qui allume ses phares vers nous. On mesure la vitesse de la lumière émise par les phares. Eh ben, on va trouver la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Maintenant, imaginons que la voiture fonce vers nous, tout phare allumé, avec une vitesse égale à la moitié de la vitesse de la lumière. On mesure la vitesse de la lumière émise par les phares. On va là encore trouver la vitesse de la lumière, et non pas 1,5 fois la vitesse de la lumière. Maintenant, imaginons que la voiture, au lieu d'avancer vers nous, recule. Elle s'éloigne de nous avec une vitesse égale à la moitié de la vitesse de la lumière. Quelle sera la vitesse de la lumière émise par les phares, mesurée par nous? La vitesse de la lumière. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre quand on dit que la vitesse de la lumière est invariante. On ne peut pas dire qu'elle est constante, parce qu'en fait, elle n'est pas constante. La vitesse de la lumière dans l'eau n'est pas la même que la vitesse de la lumière dans l'air ou dans le vide. Donc la vitesse de la lumière n'est pas constante, elle n'est pas toujours la même. Mais elle est invariante par rapport à la vitesse de la source qui l'émet ou par rapport à la vitesse dans l'espace de l'observateur qui la mesure. C'est ça le point fondamental qu'il faut avoir en tête. Maintenant que j'ai dit tout ça, il faut quand même qu'on parle du temps. C'est quand même le sujet de ces rencontres. Et je commencerai par une remarque faite par Paul Valéry dans une conférence qu'il a donnée à Oxford en 1939. Il dit, quand on parle du temps, c'est-à-dire quand on insère le mot temps dans une phrase, on se comprend. Si je dis le temps passe de plus en plus vite, même si ça n'a pas de sens, vous comprenez ce que je veux dire. Si je dis je n'ai pas le temps, vous comprenez ce que je veux dire, etc. Mais ce que remarque Paul Valéry, c'est que nous nous comprenons quand nous parlons du temps, simplement parce que nous parlons vite. Autrement dit, c'est le flux verbal dans lequel on insère le mot temps qui détermine le sens que nous donnons au mot temps dans la phrase. Autrement dit, le mot temps n'a pas de définition, il n'a pas un sens qui lui soit donné a priori. C'est le contexte verbal dans lequel on le positionne qui détermine le sens que nous lui donnons. Et Valéry continue en disant, si maintenant par la pensée, j'extrais le mot temps du flux verbal dans lequel je l'ai inséré, c'est-à-dire je le pense indépendamment du contexte dans lequel je l'avais placé, alors, dit-il, le mot se transforme en énigme et même en mystère. Je me demande, mais c'est quoi cette chose? C'est quoi cette chose que j'appelle par un nom, par un substantif? Substantif. Ça veut dire que sans doute le temps c'est une substance. Alors quelle substance? Est-ce que c'est une sorte de fluide, comme un fleuve? Est-ce que c'est une entité physique? Est-ce que c'est une production de la conscience? Quelque chose que, d'une certaine façon, je fabrique? Ou bien est-ce que c'est une construction culturelle qui n'aurait pas d'existence dans toutes les civilisations? Voilà. Et on voit que là, on est embarrassé. On est embarrassé. D'autant plus que dans la langue commune, on voit très bien qu'il y a de multiples phrases dans lesquelles on a mis le mot temps, dans lesquelles on pourrait remplacer le mot temps par un autre nom qui dirait mieux ce qu'on a à dire. Par exemple, souvent, on emploie le mot temps pour dire durée. Mais une durée, c'est pas du tout la même chose que le temps. On dit d'ailleurs on mesure le temps, mais personne n'a jamais mesuré le temps. Ce qu'on mesure, ce sont des durées. Et d'ailleurs, quand on mesure une durée, on ne mesure jamais vraiment une durée. On mesure une transposition de ce qu'est une durée dans l'espace. D'accord ? Et on convertit une durée pure en un mouvement dans l'espace, comme le fait par exemple l'aiguille de vos montres. L'aiguille avance et vous avez l'impression que c'est le temps qui avance. Et vous mesurez une durée,
par le déplacement de l'aiguille entre un certain instant et un autre instant. Mais ce que vous avez mesuré, ce n'est pas le temps, c'est une sorte d'avatar de la durée par le biais d'une transposition spatiale, d'un mouvement dans l'espace. Et d'ailleurs, on est tous persuadés qu'il y a plus de temps dans une montre que dans une table. Mais non, il n'y a pas plus de temps dans une montre que dans une table. Le temps loge hors de l'horloge, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots. Il n'y a pas plus de temps dans une horloge qu'ailleurs, même si tous les vendeurs de montres font croire que la montre a un rapport au temps différent de celui qu'ont les objets inertes. Donc vous voyez, si j'appelle le temps cette chose mystérieuse qui renouvelle l'instant présent, il y a ce qui fait qu'il y a toujours un instant qui est présent. Un instant présent advient, aussitôt qu'il est advenu, il est remplacé par un autre instant présent qui va disparaître pour être à lui aussi remplacé par un instant présent. Si j'appelle temps le moteur de ce renouvellement, j'observe d'abord qu'il n'est pas montré par la montre. Ce moteur, on ne le voit pas, ce n'est pas le moteur de la montre qui fait passer le temps. Le moteur de la montre, il fait passer l'aiguille, pas le temps. Et ce moteur de renouvellement, il ne s'interrompt jamais. D'accord ? C'est lui qui fait passer les instants. Donc vous voyez que quand je dis le temps passe, c'est un abus de langage. Ce qui passe, ce sont les instants. Et comme les instants ne cessent pas de passer, le temps qui les fait passer ne passe pas. D'accord ? Et donc, par une sorte de raisonnement logique qui sera repris par Newton, il apparaît que, contrairement à ce qu'on raconte, le temps dans l'univers est la seule chose qui ne passe pas. C'est-à-dire que le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Autrement dit, le temps n'est pas affecté par le passage du temps. Et on verra que ça a des conséquences importantes en physique. Donc tout ça pour dire que, voilà, on est embarrassé, le langage, il est imprécis, le mot temps dit parfois la durée, je l'ai dit, il dit parfois le mouvement, parfois le changement, parfois la succession, parfois la simultanéité, parfois le devenir, parfois la mort. Ça fait trop de mots, trop de sens différents pour un seul mot de 5 lettres. D'accord ? C'est pas clair. D'ailleurs, avec un collègue de mon laboratoire qui s'appelle Vincent Montant, en 2023, on a organisé un colloque dans un château en Normandie qui s'appelle Cerisy-la-Salle, qui est un colloque, un château qui accueille des séminaires qui durent plusieurs jours sur une question particulière. Et on a appelé ce colloque les autres noms du temps. Et on a demandé à toutes sortes de spécialistes de toutes sortes de disciplines, des philosophes, des physiciens, des astrophysiciens, des cosmologistes, des historiens, une psychanalyste et beaucoup d'autres, un biologiste, de faire devant nous la même conférence que celle qu'ils ont l'habitude de faire, sauf qu'il y avait une règle imposée, qui est qu'à chaque fois que le mot temps survient dans l'une de leurs phrases, ils aient le réflexe de le remplacer par un autre mot qui dirait mieux ce qu'ils ont à dire. Par exemple, au lieu de dire « je n'ai pas le temps », dire « je ne suis pas disponible » ou « je n'ai pas la liberté ». Il y a un sondage qui a été fait en Belgique qui montre, je pense qu'on aura le même résultat en France, que dans 87% des cas, les gens qui disent « je n'ai pas le temps » mentent. C'est-à-dire « je n'ai pas le temps », c'est dire à celui qui vous demande quelque chose, c'est une façon d'assumer sa liberté. Dire « je n'ai pas le temps », c'est « mon coco », j'ai tout à fait le temps de faire autre chose que ce que tu me demandes. Donc c'est une façon de protéger sa disponibilité, de choisir son occupation parmi un spectre d'occupations possibles. Et donc on leur a demandé ça, et il y en a qui ont joué le jeu. En fait, il y avait un gobelet avec 20 jetons, et à chaque fois que le conférencier disait le mot temps, on enlevait un jeton, quoi. Il y en a qui ont terminé avec 3 jetons, d'autres qui ont épuisé les 20 jetons en quelques minutes. Le mot temps est tellement automatique dans nos façons de parler, et d'ailleurs des logiciels ont montré que c'est un mot qu'on utilise de plus en plus. On l'utilise de plus en plus, et il veut dire de plus en plus de choses différentes. Et en plus, on n'hésite pas à lui attribuer des qualificatifs. Voilà. Les uns parlent de temps libre, de temps subjectif, de temps psychologique, de temps géologique, de temps biologique, de temps physique. Bref, c'est l'idée qu'il y a autant de temps différents qu'il y aurait de temporalités différentes. Alors moi, je conviens bien qu'il y a des temporalités biologiques, il y a des temporalités géologiques, il y a des phénomènes
biologiques ou géologiques qui ont des séquencements temporels particuliers, qui ont des rythmes. Là, on peut utiliser le mot, qui ont des rythmes spécifiques. Bref, je suis tout à fait d'accord pour dire que nous observons dans le temps se manifester toutes sortes de temporalités différentes. Mais quand un phénomène montre de lui-même une temporalité spécifique, est-ce qu'il invente un temps autre qui sera autonome par rapport au temps physique? Peut-être. Mais si c'est le cas, il faut liquider la notion de temps. C'est-à-dire que si le temps a des habits d'Arlequin qui font qu'il ressemble au phénomène temporel qu'il accueille, on laisse tomber, c'est plus un concept. Il n'y a qu'à parler des temporalités et dire il y a des temporalités cosmologiques, géologiques, psychologiques. Là, ça va. Mais il n'y a pas autant de temps qu'il y a de sortes de phénomènes temporels. Et donc, le fait d'attribuer autant des adjectifs, des qualificatifs, comme s'il épousait tout ce à quoi il sert d'arène, de scène, me semble créer de la confusion. Et donc, derrière Paul Valéry, que je citais tout à l'heure, il me semble qu'il faut procéder à ce qu'il appelait un nettoyage de la situation verbale. Nettoyage de la situation verbale. Ça veut pas dire faire la police du langage. Évidemment, chacun peut dire le temps comme il le ressent, comme il en a envie. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est de prendre, pour le coup, non pas le temps, mais la durée, de réfléchir à cette chose qu'on veut désigner quand on emploie le mot temps. Voilà. De quoi parle-t-on? Et la question est, depuis quelle base on va mener cette critique du langage? Wittgenstein disait, penser, c'est être en lutte avec la langue, être en lutte avec la langue. Et ça me paraît être un impératif parce que faites l'expérience suivante. Prenez le livre de Saint-Augustin, Les Confessions, écrit au IVe siècle après Jésus-Christ, donc il y a 16 siècles. Lisez-le en traduction française. Il y a un chapitre, comme vous le savez, qui s'appelle Le temps. Lisez-le. Et vous allez comprendre ce que dit Saint-Augustin. Vous allez tout comprendre. Et c'est quand même bizarre qu'on comprenne Saint-Augustin. Parce qu'entre Saint-Augustin et nous, il y a eu Galilée, Newton, Einstein, Boltzmann, Dirac et quelques autres qui ont complètement changé notre façon de comprendre le temps. Et donc, si on tenait compte dans nos façons de parler de ce qu'on a appris sur le temps, elles auraient été tellement transformées qu'on ne pourrait plus comprendre ce que dit Saint-Augustin. Or, on le comprend. Et pourquoi on le comprend? Parce qu'on parle comme lui. C'est-à-dire que notre langage à propos du temps n'a nullement été affecté par l'évolution de notre compréhension de ce qu'est le temps. On répète toujours les mêmes phrases. Le temps passe, nanana, etc. Et donc ça veut dire qu'on doit se demander si notre langage ne charrie pas avec lui des a priori clandestins qui déterminent notre façon de le penser. Autrement dit, il se peut qu'à force de mal le dire, on le pense mal. On se trompe à son sujet. On vit avec des chimères. Par exemple, le fleuve. Tout le monde compare le temps à un fleuve. Et d'ailleurs, quand je trace l'axe des temps, je trace un segment de droite sur lequel je mets une petite flèche et je dis c'est le temps. C'est une sorte d'émancipation abstraite de l'idée même de fleuve. Donc on associe au temps un écoulement de la même façon qu'un fleuve s'écoule. Mais on oublie une chose, c'est que pour dire qu'un fleuve s'écoule, il faut imaginer des berges ou un lit qui, lui, ne s'écoule pas. Autrement dit, pour dire l'écoulement de quelque chose, il faut invoquer quelque chose qui ne s'écoule pas, dans lequel ou dans laquelle cette chose s'écoule. S'agissant du temps, c'est quoi le lit? Si je dis que le temps s'écoule, ça veut dire qu'il existe quelque chose qui ne s'écoule pas, dans lequel il s'écoule. Parce que si cette chose dans laquelle il s'écoule avec lui, je ne peux plus dire qu'il s'écoule. D'accord? Voilà. Alors donc ça veut dire que le temps s'écoule, c'est immédiatement invoquer implicitement l'existence d'un hors-temps. Alors c'est quoi le hors-temps?
si le temps s'écoule, dans quoi s'écoule-t-il? S'il n'y a pas un milieu qui porte son écoulement, je ne peux pas dire qu'il s'écoule. D'accord? Pareil, bon, je peux continuer là-dessus. Il y a comme ça des images qui continuent à coloniser notre pensée du temps, alors que quand on s'y arrête, elles apparaissent comme étant problématiques. Donc, je reprends mon truc, je veux faire le clair sur la notion de temps. Et je vois bien que tout le monde en parle, de façon différente. La question, c'est à qui je vais accorder du crédit? Alors, mon réflexe premier, c'est de dire, mais finalement, c'est les philosophes qui ont saisi la question du temps. Les premiers, qui ont même fabriqué toutes sortes de systèmes très élégants qui permettent de tenter au moins de saisir cette notion, son rapport à l'espace, son rapport au réel. Et il y a toutes sortes de systèmes très élégants. Aristote, Saint-Augustin que j'ai cité, ensuite il y a eu Kant et beaucoup d'autres, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Bergson, etc. Et vous voyez bien qu'il y a... D'abord, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc lequel je vais choisir comme référence? À partir de quels critères? Est-ce que c'est parce qu'il dit des choses qui me semblent justes? Est-ce que c'est parce qu'il a un prestige dans le domaine de la philosophie qui mérite qu'on lui accorde davantage de crédit? Bon, il faut déjà répondre à cette question. Ils ne sont pas d'accord entre eux. À qui je fais confiance? Ensuite, quand on regarde ces systèmes, on voit qu'en fait, on peut les répartir en deux catégories. Il y a des philosophes qui vont vous dire le temps, c'est l'expression d'une chronologie définitive. Par exemple, si je dis Newton est né avant Einstein, ben, je peux dire cette phrase aujourd'hui, je peux la répéter demain, je peux la redire dans 20 ans, alors elle a la même valeur de vérité. Autrement dit, elle a une valeur de vérité qui ne dépend pas de l'instant où je la dis. En revanche, si je dis aujourd'hui, il fait beau. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Non, aujourd'hui, il ne fait pas très beau, on va plutôt dire. Aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Je peux répéter cette phrase demain, il y a une grande chance qu'elle soit fausse. Autrement dit, cette phrase va perdre sa vérité dès lors qu'elle est prononcée à un instant qui n'est pas le bon. Okay? Et donc, vous pouvez soit penser le temps comme une pure chronologie qui séquence l'ordre des événements, ou bien comme le passage d'un instant particulier qui est l'instant présent. Et pour le dire d'une autre façon, c'est une remarque de Francis Wolff, un philosophe que je connais bien, qui a écrit beaucoup sur le temps, avec lequel j'ai beaucoup discuté. Lui dit finalement, il y a deux sortes de doctrines à propos du temps. Il y a les doctrines qui font dépendre le temps de la conscience, et donc de cette façon de la vie, pour reprendre une question qui a été posée hier à Michael, le temps dépend de la conscience. Le temps, il est une sorte d'a priori de la sensibilité, il a à voir avec notre subjectivité, et il se donne à nous de façon qualitative. S'il n'y a plus de conscience, ou quand il n'y avait pas encore de conscience, il n'y avait pas de temps. Okay? Et puis, il y a d'autres doctrines qu'il appelle les philosophies du concept. On considère le temps comme une entité qui est autonome par rapport à la conscience qu'on en a. Alors, dans la première catégorie, philosophie du concept, philosophie de la conscience, il y a évidemment Saint-Augustin, Kant, Husserl, Heidegger, Bergson, enfin la majorité. Et du côté du concept, on a plutôt Aristote et quelques autres, mais ils sont moins nombreux. Okay? Alors, les philosophies corrélationnistes, comme on les appelle aussi, qui font dépendre le temps de la conscience, elles sont extrêmement séduisantes et même convaincantes, parce qu'elles parlent du temps en tenant compte de l'expérience que nous en avons. Voilà. Avec l'idée que le temps ressemble d'une façon ou d'une autre à la façon dont nous le ressentons, dont il se manifeste pour nous. Et donc ça crée ça a une sorte de force de persuasion qui vient de ce qu'on se reconnaît dans ce qui est dit sur le temps à partir de notre expérience du temps vécu. Okay? Mais il y a un problème. Il y a un énorme problème. C'est qu'au XXe siècle, on a montré que le genre homo, il est là depuis quelques millions d'années. Que l'univers, depuis le mur de Planck, il a au moins 13,7 milliards d'années. Conclusion. Si on met l'un en face de l'autre ces chiffres, la conclusion qui s'impose, c'est que l'univers
à passer le plus clair de son temps sans nous. Donc s'il a besoin de nous, si le temps a besoin de nous pour passer, comment a-t-il pu passer avant qu'on apparaisse? Voilà. C'est un paradoxe qu'un philosophe qui s'appelle Quentin Meillassoux a baptisé le paradoxe de l'ancestralité. Voilà, c'est une sorte de paradoxe logique. Si le temps a besoin de la conscience pour passer, comment a-t-il pu passer avant que la conscience advienne? Et ce n'est pas simplement qu'une question logique ou théorique. Vous avez entendu parler du télescope spatial, le James Webb, qui est installé à 1 500 000 km de la Terre, à un endroit qu'on appelle un point de Lagrange. Et ce télescope qui reçoit la lumière infrarouge, nous montre des choses qu'on n'avait jamais vues, c'est-à-dire des galaxies naissantes qui sont apparues quelques centaines de millions d'années après le mur de Planck. Donc elles sont toutes jeunes. C'est des galaxies qui nous sont montrées telles qu'elles étaient dans le passé, puisque, comme vous le savez, plus on regarde des objets lointains, plus on les voit tôt dans le passé. Voir loin, c'est voir tôt. Donc on voit des galaxies très jeunes qui étaient là, on voit leur passé en fait. Et quand elles étaient dans l'état où nous voyons qu'elles sont, avec un effet de retard, il n'y avait aucune conscience dans l'univers. Or, nous voyons que ces galaxies obéissent aux mêmes lois physiques que les galaxies plus proches, qui sont plus proches, disons, de notre présent. Donc on a le sentiment que le temps, en tout cas les lois physiques, n'ont pas changé au cours du temps. Et si vous avez des questions là-dessus, je pourrais développer, mais c'est juste pour dire, voilà, on est capable de voir le passé de l'univers sans remonter dans le temps. Alors, on voit le passé sans remonter dans le temps. D'ailleurs, quand vous regardez dans l'espace, même à courte distance, vous ne voyez jamais que du passé. Moi, je vous vois tel que vous étiez il y a quelques nanosecondes. Un nanoseconde, c'est le temps qu'il a fallu à la lumière que vous émettez pour arriver dans mon œil. Donc, vous ne pouvez pas voir le présent, vous ne pouvez voir que du passé. Et ce passé, aussi loin qu'on remonte, semble être régi par les mêmes lois physiques que le présent dans lequel nous sommes. Donc ce paradoxe d'ancestralité, il est complexe. Il y a des gens qui pensent qu'il est tellement grave qu'il oblige à renoncer aux philosophies corrélationnistes et à dire le temps est une entité physique. Il y a des philosophes comme Michel Bitbol qui ont essayé de répondre à cet argument de Quentin Meillassoux. Le livre de Quentin Meillassoux s'appelle Après la finitude. Et la réponse que lui a faite Michel Bitbol, c'est maintenant la finitude. C'est un livre très compliqué. Je vous invite à le lire. Il essaie de réfuter cet argument du paradoxe de l'ancestralité. Je vous laisse juge. Mais moi, je pense que cet argument, ce paradoxe, il est tellement grave qu'on doit considérer que le temps objectif, entre guillemets, est indépendant de la conscience de l'observateur. Mais quand on dit ça, ça ne veut pas dire que les problèmes sont réglés. Parce que, regardez, le cours du temps, je vous ai dit, on le représente par un segment et on met une flèche. Cette flèche, elle désigne ce qu'on appelle le cours du temps, c'est-à-dire le fait que ça avance. La flèche dit, vous ne pouvez pas rester présent au même instant présent. Alors que vous pouvez rester présent à la même position dans l'espace. Mais dans le temps, non, vous êtes obligé de suivre le cours. C'est-à-dire que le temps, il a une dynamique que l'espace n'a pas. Mais cette dynamique, c'est-à-dire le moteur du renouvellement de l'instant présent, comme je l'appelais tout à l'heure, on ne l'a pas identifié. Donc on met une flèche, et la flèche dit, elle vient manifester le fait que ça avance. C'est la phrase de Newton à propos de cette flèche, je ne feins pas d'hypothèse. Voilà, je constate que ça avance, mais je ne sais pas dire ce qui fait que ça avance. Alors aujourd'hui, il y a plein de physiciens théoriciens qui essaient de marier la physique quantique et la relativité générale pour identifier ce qu'on appelle le moteur du temps. Le moteur du temps, aujourd'hui, est décrit de façon hypothétique par différents systèmes, mais ce sont des conjectures, et personne ne peut dire qu'on l'a vraiment identifié. Et d'ailleurs, quand Einstein est venu à Paris en 1922, en avril 1922, il a pu rencontrer Bergson. Et ils ont une discussion célèbre qui montre, quand on regarde les comptes rendus, qu'en fait, ils ne se sont pas bien compris. Bergson n'avait pas bien compris la théorie de la relativité.
notamment ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de le mouvement est comme rien. Mais Bergson a posé des questions extrêmement importantes qui fécondent la recherche d'aujourd'hui. Par exemple, Bergson dit vous, les physiciens, vous avez spatialisé le temps. Quand vous tracez le segment là, vous tracez le temps en dessinant un segment comme si c'était une longueur dans l'espace. Donc vous représentez le cours du temps par une longueur dans l'espace. Et en faisant ça, c'est dans Marc de Kant, vous faites quelque chose qui est topologiquement absurde. Parce que les points qui constituent une longueur, par exemple le diamètre de cette table, vous m'accorderez que tous les points qui constituent cette longueur coexistent. Autrement dit, ils existent ensemble. Ils existent en même temps. Ils sont tous là. Alors que les instants qui constituent une durée, que je représente par le segment en question, par définition, ils n'existent pas ensemble. Ils existent l'un après l'autre. Ils n'existent pas en même temps. On les représente de façon juxtaposée, on les juxtapose, ce qui contredit leur essence même. D'où la question de Bergson adressée à Einstein. Comment du juxtaposé peut-il engendrer du successif? Voilà. C'est quoi le moteur du temps? Qu'est-ce qui fait qu'il y a la dynamique dans cette chose que vous représentez de façon statique? Ça, c'est la bonne question. En fait, avec ces mots à lui, Bergson a posé la question qui tourmente aujourd'hui les physiciens théoriciens. C'est quoi le moteur du temps? Donc, je ne vais pas en parler maintenant parce que ça nous amènerait sur des durées trop longues, mais s'il y a des questions, je tenterai de donner quelques éléments de réponse. Donc, vous voyez, autrement dit, si vous dites que le temps dépend de la conscience, vous devez affronter le paradoxe de l'ancestralité. Et si vous dites que le temps ne dépend pas de la conscience, vous devez affronter le problème du moteur du temps. D'accord? Autrement dit, la vie n'est pas simple. Alors, pour finir, ça sera ma conclusion provisoire. La question, c'est quelle est la base théorique à partir de laquelle on peut tenter de faire ce nettoyage de la situation verbale dont parle Galilée. Autrement dit, quelles sont les connaissances à propos du temps qui, si on les prenait au sérieux et si on les traduisait dans nos façons de parler, nous permettraient de dire avec le langage le temps d'une façon plus précise que les ritournelles par lesquelles ou dans lesquelles nous l'insérons. Alors le premier réflexe, c'est de dire c'est la physique. La physique, elle est devenue opératoire, efficace, à partir du moment où elle a mathématisé le temps. Galilée l'a un peu fait, mais celui qui a vraiment fait du temps une variable mathématique, le paramètre petit t, c'est Newton dans son livre Les Principia. D'accord ? Et quand on regarde quelles sont les grandes découvertes faites par les physiciens ces dernières décennies, on voit que toutes ont à voir avec le temps. Par exemple, en 2012, on a détecté pour la première fois au CERN à Genève, grâce à une grosse machine qui fait des collisions de protons, une particule qui avait été prédite par les théoriciens 48 ans auparavant, qui s'appelle le boson de Higgs. Voilà. Et en fait, on a compris d'où vient que les particules élémentaires de masse non nulle ont un temps propre. On a compris, en fait, d'où vient le temps de la matière. On a compris comment est né le temps de la matière, parce que vous savez que pour qu'une particule ait un référentiel avec un temps propre, il faut qu'elle ait une masse non nulle. Parce que si elle a une masse nulle, elle va à la vitesse de la lumière, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si elle va à la vitesse de la lumière, elle n'a pas de référentiel propre. Donc on a compris la naissance du temps de la matière. Et puis en 2016, on a détecté pour la première fois ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles, qui ont traversé la Terre en 2015. Et grâce à un détecteur immense avec des lasers, on a pu montrer qu'au passage de cette onde, la distance entre deux points d'espace sur la Terre a varié. En fait, on a vu que le temps que la lumière met pour aller d'un point à l'autre, il n'est pas le même quand l'onde traverse la Terre. Autrement dit, les points s'éloignent au passage de l'onde gravitationnelle, qui est une vibration de l'espace-temps. Alors, comme on voit que les points s'éloignent l'un de l'autre,
on dit ah ben, les points ont bougé dans l'espace. Ben, c'est faux. Ce que dit la théorie de la relativité, c'est que ces points sont immobiles. Ils sont immobiles dans l'espace. D'où la question, s'ils sont immobiles, pourquoi on les voit s'éloigner l'un de l'autre? Réponse des équations d'Einstein, parce que l'espace qui les sépare a gonflé. L'espace s'est dilaté. Donc c'est la distance qui augmente sans que les deux points en question se soient déplacés dans l'espace. C'est un peu comme quand vous gonflez une baudruche. Si vous marquez avec un feutre des points noirs à la surface du ballon que vous allez gonfler, en gonflant, vous voyez que la distance entre les points noirs va augmenter sans que les points noirs se déplacent sur la surface du ballon. C'est la distance qui les sépare qui augmente sans qu'ils bougent dans l'espace. Okay, en tout cas, sans qu'ils bougent au sein de la surface du ballon. Donc c'est ça qu'on a vu. Donc voilà des découvertes correspondant à des phénomènes qui avaient été prédits par les théoriciens, qu'on appelle les équations, qui permettaient de dire si ces équations sont vraies, alors ces phénomènes doivent pouvoir être observés. Et on a mis en œuvre des gros moyens. Le CERN, c'est quand même un accélérateur de 30 km de circonférence sous terre, grâce auquel on fait ces collisions, et qui a permis de détecter pour la première fois des bosons de Higgs. Donc on dit bah, finalement la physique, incroyable. Depuis qu'elle s'est saisie du temps, elle est devenue efficace, et son efficacité démontre qu'elle a compris 2 ou 3 bricoles à propos du temps. Et donc, si on veut dire ce qu'est le temps, il faut tenter d'imaginer ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler du temps. Le problème, c'est que les équations de la physique ne parlent pas. Et donc, on est obligé de tenter d'identifier, avec toute la subjectivité qu'on peut mettre dans l'opération, ce qu'elle dirait si elle pouvait parler. Mais par exemple, Newton, il est intéressant parce que dans les Principia, il dit T, le paramètre T, c'est le vrai temps. Mais très bizarrement, ce temps qu'il définit comme le vrai temps n'a aucune des propriétés que nous attribuons au temps. Le paramètre T de Newton, il est complètement indépendant de ce qui se passe dans le temps. Rien ne peut l'affecter. Donc, on n'a pas le droit de lui mettre un adjectif. C'est le temps. Ce n'est pas le temps de ceci ou de cela. Il est complètement indépendant des phénomènes temporels. Deuxièmement, alors que très souvent, nous associons le temps au changement, Newton dit, maintenant, T, il ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Autrement dit, la façon de désigner un instant du temps est la même pour tous les instants du temps. D'accord ? Ça veut dire que tous les instants ont le même statut. Ça veut dire que le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Donc le temps, c'est la seule chose dans l'univers qui ne change pas. Alors qu'on continue de l'associer au changement. D'accord ? Ensuite, ce temps, évidemment, de Newton, comme je l'ai dit, il n'a pas de vitesse, alors que nous continuons à lui en attribuer, etc. Autrement dit, Newton reconnaît dans ce paramètre le temps, alors même que ce paramètre ne ressemble pas au temps. Et quand on lit son livre, qui a été traduit par Madame du Châtelet, il n'a pas eu de nouvelle traduction, donc c'est un français un peu daté, disons. Mais quand on le lit, on se rend compte qu'à aucun moment Newton n'explique le raisonnement qu'il a tenu pour reconnaître dans ce paramètre le temps tel qu'on le dit d'ordinaire. Il oppose le temps vrai, comme il l'appelle, au temps vulgaire, qui est notre façon d'en parler, mais il ne dit pas d'où vient qu'il les distingue. Et donc, en toute logique, on pourrait imaginer que Newton ait désigné ce paramètre par un autre nom. Au lieu de reconnaître en lui le temps, il aurait pu dire, je ne sais pas moi, il aurait pu l'appeler truc. Mais s'il avait appelé truc, les physiciens auraient fait des théories sublimes en utilisant ce paramètre truc, et ils feraient des colloques de physiciens sur truc, pendant que les géologues, les biologistes et tous les autres feraient des colloques sur le temps. Donc la question posée, c'est est-ce que ce temps physique, c'est un temps appauvri? Est-ce que c'est un temps miniaturisé?
Est-ce que c'est un temps abstrait ou bien est-ce que c'est le vrai temps? Autrement dit, quand je dis le temps c'était, est-ce que je mutile la notion même de temps ou est-ce qu'au contraire je la révèle? Voilà. Là-dessus, il peut y avoir des débats. Alors, aujourd'hui, il y avait des physiciens. Si un physicien veut vendre des livres, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de solutions. Hein. Je veux dire, s'il veut en vendre beaucoup. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que 2 solutions qui marchent, qui ont été éprouvées par différents auteurs. La première, c'est de dire que la science, la physique prouve Dieu. Là, vous faites un carton en matière de vente. Deuxième solution, écrire un livre dont le titre est « Le temps n'existe pas ». Mais vous voyez que quand vous dites « le temps n'existe pas », alors imaginons, je construis une théorie physique qui essaie de marier la physique quantique et la relativité générale pour comprendre ce qui s'est passé avant le mur de Planck et avoir une connaissance complète, en soi-disant, de l'univers. Si dans la théorie que je construis, il n'y a aucun concept mathématique présent dans la théorie qui ressemble à l'idée que je me fais du temps. Par exemple, imaginons que je crée une théorie dont toutes les variables sont discontinues. Si elles sont discontinues, elles ne ressemblent pas forcément à l'idée que je me fais du temps, que je me représente comme une entité continue. Il y a toujours du temps qui est présent. Donc si ma théorie ne déploie que des variables discontinues, je dirais, ma théorie ne contient pas de concept qui ressemble à l'idée que je me fais du temps. Et donc je vais dire, selon ma théorie, le temps n'existe pas. Mais il y a une autre possibilité, c'est de dire que le temps, le vrai temps, n'a pas forcément les propriétés que notre esprit a tendance à lui attribuer. De même que la théorie de la relativité d'Einstein a dit à propos du temps et de l'espace, notamment la relativité générale de 1915, théorie de la gravitation, il dit à propos de l'espace et du temps des choses qui ne sont pas du tout intuitives et que d'ailleurs personne n'avait préalablement pensé comme telles. Donc vous voyez, pour dire que le temps n'existe pas, il faut très exactement savoir ce qu'est le temps. Et si vous savez exactement ce qu'est le temps, et si vous ne le reconnaissez pas dans les variables de la théorie que vous mettez sur pied, alors vous pourrez dire que le temps n'existe pas. Mais c'est très difficile de savoir dire ce qu'est le temps s'il n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pour dire que le temps n'existe pas, il faut savoir ce qu'il est et aussi savoir ce qui existe. Et voir que parmi les choses qui existent, le temps ne figure pas. Et je vous souhaite pour ça bon courage. Donc maintenant, et je conclue là-dessus, imaginons que T, ce soit le temps. Alors, le T dont je parle là, ce n'est pas le temps newtonien. Parce que, comme je vous l'ai dit, le temps newtonien, il est mort dans d'atroces souffrances en 1905. D'accord? Et il n'a pas ressuscité. On sait que le temps newtonien n'existe pas. C'est une illusion, c'est une apparence qui est liée au fait que nos vitesses de déplacement, je l'ai dit, sont négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Maintenant, voilà, imaginons que les physiciens, avec leurs équations, aient saisi, non pas la nature du temps, pas exagéré, mais les propriétés du temps. Et maintenant, tentons d'imaginer ce que ces équations diraient si elles pouvaient parler. Alors, les équations dont je vais parler, c'est celles de la physique quantique, c'est celle de la relativité générale, théorie de la gravitation. Plus spécifiquement, c'est celle de la théorie quantique des champs, donc qui décrit les interactions entre particules élémentaires. Et quand on regarde ce que disent ces équations, on s'aperçoit qu'elles invitent, et même elles ordonnent, de distinguer le temps du changement. Ou plus exactement, elles invitent à distinguer 2 sortes d'irréversibilité. Il y a une première irréversibilité qui est celle du temps. Il y a le temps qui passe, et qui passe pas en même temps, si j'ose dire. Il est tel que chaque instant qui se présente est un instant inédit. C'est-à-dire que chaque instant présent est un instant qui n'a jamais eu lieu auparavant. D'accord ? Pour le dire autrement, le temps ne passe jamais 2 fois
par le même instant. Et qu'est-ce qui nous fait penser ça? C'est un principe dont Michael a parlé hier, qui est le principe de causalité. Le principe de causalité, énoncé par Leibniz et beaucoup d'autres, dit tout événement est l'effet d'une cause qui le précède. Et vous voyez qu'à partir du moment où vous dites que le temps n'a qu'une dimension, si vous en tracez la trajectoire dans je ne sais quel espace, il y a deux solutions. Soit la trajectoire que vous lui donnez boucle sur elle-même, soit elle ne boucle pas sur elle-même. Si la trajectoire boucle sur elle-même, par des déformations continues, vous pouvez transformer cette trajectoire en un cercle sur lequel vous mettez une flèche. Et si la trajectoire ne boucle pas sur elle-même, vous tirez sur la corde et ça fait une droite. Bon. Sur laquelle vous mettez une flèche. Bon. À partir du moment où vous dites que le temps n'a qu'une dimension, il est soit linéaire, soit circulaire. Okay. Et quand je dis qu'il est linéaire, il ne faut pas imaginer qu'il va en ligne droite. Hein. Ça veut dire topologiquement linéaire. C'est-à-dire, si vous tracez l'axe des temps, moi j'avais fait ça quand j'étais étudiant, devoir de physique, j'avais rendu ma copie avec l'axe des temps représenté par sinusoïde. Évidemment, j'ai eu une mauvaise note et je me suis plaint. Et j'avais raison. Et j'ai dit au prof, écoutez, monsieur, d'un point de vue topologique, une sinusoïde, c'est la même chose qu'une droite. Quand vous tirez sur la sinusoïde, ça fait une droite. Autrement dit, ce qu'on attend de ces représentations, c'est de garantir que tout instant qu'elles représentent est inédit. Et c'est vrai pour la sinusoïde comme pour le temps linéaire. Donc j'ai récupéré mes points. Ça, c'est l'anecdote. Maintenant, pourquoi est-ce que le temps ne peut pas être circulaire si on croit au principe de causalité? S'il est circulaire, vous faites un premier cycle, puis vous entamez un deuxième cycle. Non, on va commencer par autre chose. Si le temps est circulaire, vous avez une cause A qui engendre plus tard un effet B. Vous voyez qu'en allant vers le futur de l'effet, vous revenez dans le passé de la cause. Et donc l'effet pourrait rétroagir sur sa cause. Donc ça viole le principe de causalité. Par exemple, vous, en allant vers le futur, si le temps était cyclique, vous pourriez rencontrer votre père ou votre mère avant qu'il rencontre votre père ou votre mère, l'autre. Donc si le temps était cyclique, vous pourriez empêcher votre naissance en empêchant la rencontre de vos parents. Ça ferait un joli désordre dans les familles. Et c'est pour empêcher ces désordres qu'on a choisi un temps linéaire dans lequel tout événement est protégé chronologiquement de toute rétroaction qui viendrait du futur. Autrement dit, le fait de dire le temps est linéaire, c'est une façon de garantir le principe de causalité. Mais comme vous le savez sûrement, en physique, ça fait bien longtemps qu'on a abandonné l'idée même de cause. Avec la physique quantique, on ne parle plus de cause. On parle de loi. Mais on a gardé le principe de causalité. Mais c'est un principe de causalité qui s'est émancipé de l'idée de cause. On ne dit pas qu'un événement est l'effet d'un autre événement. On dit qu'il y a des lois qui disent comment les phénomènes se déroulent temporellement. Autrement dit, le principe de causalité dit par la physique moderne, c'est une vérité de la palisse, que d'ailleurs Michael a répété hier. Cette vérité de la palisse, elle est très simple. Elle dit ceci: ce qui a eu lieu, a eu lieu. C'est tout. Ce qui a eu lieu, a eu lieu. Même si l'événement en question n'a laissé aucune trace, même si personne n'a été témoin, même si on ment à propos de l'événement en question, peu importe, l'événement a eu lieu. Et le principe de causalité dans les théories physiques vient simplement protéger les événements qui ont lieu d'une annulation qui viendrait du futur. C'est tout simple. C'est une vérité de la palisse. Eh bien, la chose extraordinaire, c'est que quand vous regardez comment ce principe de causalité s'impose aux théories physiques, à qui on réclame de le respecter, les conséquences sont incroyables. Par exemple, le principe de causalité en théorie de la relativité d'Einstein dit une chose toute simple. Pour que la causalité soit respectée, il faut qu'aucune particule ne puisse dépasser la vitesse de la lumière. Voilà.
Donc le principe de causalité s'énonce comme une loi d'interdiction. Il est impossible à une particule de se propager plus vite que la lumière. Alors évidemment, vous allez me dire, mais peut-être qu'un jour, on va trouver des particules qui vont plus vite que la lumière. En effet, c'est possible. Autrement dit, un principe qui s'énonce sous la forme d'une interdiction n'est jamais à l'abri d'une contestation par une observation ou une mesure. Mais là où c'est plus fort, c'est que dans les années 20, il y a un physicien britannique qui s'appelle Paul Dirac qui a fait remarquer que dans le rayonnement cosmique, il y a des particules qui vont très vite, qu'il faut donc décrire à partir des équations d'Einstein de la relativité, parce qu'elles ont des vitesses proches de celles de la lumière. Et en même temps, elles sont toutes petites, et donc il faut les décrire selon les règles de la physique quantique. Et il a écrit une équation qui marie la physique quantique et la relativité restreinte. Cette équation, elle s'appelle l'équation de Dirac. Et en 1930, il a vu un truc incroyable. Il a vu que s'il demande à son équation de respecter le principe de causalité, alors son équation prédit l'existence de particules qu'on n'a jamais vues, qui ont la même masse que les particules qu'on connaît, mais qui ont des charges électriques opposées. Par exemple, il va prédire l'existence d'une particule qu'on appelle le positron, qui est l'antiparticule de l'électron. Il a la même masse et il a une charge électrique opposée. Il écrit ça en 1930. Et en 1932, dans le rayonnement cosmique, un physicien qui s'appelle Carl Anderson détecte le positron dans le rayonnement cosmique, au sommet d'une montagne. Ça veut dire que le principe de causalité, là, il ne s'est pas énoncé sous la forme d'une interdiction, mais sous la forme d'une prédiction. Si le principe de causalité est juste, il doit exister des antiparticules. Les antiparticules existent, on les a découvertes pour toutes les particules qu'on connaît. C'est la preuve qu'il y a du vrai, entre guillemets, dans le principe de causalité, c'est-à-dire dans l'idée que le passé ne peut pas être modifié. Et ensuite, je ne sais pas si j'ai du temps encore, mais oula, j'ai du temps ou pas? Combien de temps? 10. Bah, comme pour Michael. En fait, il faut poser la question quand il nous reste 10 minutes. C'est la règle. Donc je le fais en 5 minutes. Au 19e siècle, il s'est passé un truc qui a occupé les gens pendant 50 ans. Un paradoxe, un truc incroyable. Parce que les gens, ils connaissaient bien les équations de Newton, les équations de la mécanique. Et en même temps, il y a des ingénieurs qui ont bricolé des machines à vapeur à partir de 1810, 1820. Et ils ont fait de la physique empirique. Ils ont mesuré des rendements, des conversions de formes d'énergie dans d'autres, etc. Et ils ont mis sur pied une nouvelle discipline qui va s'appeler la thermodynamique, qui explique en gros comment la chaleur se transfère d'un système vers un autre. Et puis, en 1860, ils comprennent un truc bizarre. C'est quand vous prenez les équations de la mécanique, celles qu'on apprend à l'école, il se passe un truc étonnant. C'est que quand vous changez t, la variable temps, en son opposé, c'est-à-dire en moins t, vous faites comme si le temps se déroulait dans l'autre sens. Dans vos calculs, le temps se déroule dans l'autre sens. Chose incroyable, les équations ne sont pas modifiées. Autrement dit, les équations de Newton sont les mêmes que le temps se déroule dans ce sens ou dans ce sens. Ça ne veut pas dire qu'elles permettent les voyages dans le temps. Ça veut simplement dire que les phénomènes qu'elles décrivent sont forcément réversibles. Ça veut dire que si un système évolue de l'état A initial vers un état final que j'appelle B, en allant dans le futur de B, le système va pouvoir retrouver l'état initial qu'il avait. Pas au même instant, il ne revient pas dans le passé, mais dans son futur, il va pouvoir retrouver l'état initial qu'il avait au départ. Tous les phénomènes qui permettent d'aller d'un état vers un autre peuvent aussi aller rejoindre leur état initial. Tous les phénomènes sont réversibles. Autrement dit,
les équations de Newton nous disent ce que la physique fait, elle peut le défaire. On peut annuler ce que produit un phénomène pendant un certain temps. Alors que quand on prend les équations de la thermodynamique, ce n'est pas le cas. Quand on change le signe de la variabilité, les équations sont modifiées. Pour ceux qui connaissent, prenez l'équation de la chaleur. Si vous changez T en moins T, l'équation de la chaleur change de forme. Okay. Et donc, il y a des gens très nombreux, notamment des Allemands, des physico-chimistes, comme Oswald, qui ont dit, mais les phénomènes qu'on voit autour de nous, ils sont tous irréversibles. Ils sont tous irréversibles. Quand vous mettez du lait dans du café, ça fait du café au lait. Et ensuite, vous pouvez attendre la fin des temps. Vous ne retrouverez jamais dans le futur l'état initial, à savoir du lait d'un côté et du café de l'autre. Le mélange est irréversible. Et puis on vieillit, etc. Les choses changent. Donc tout ce que nous voyons dans notre monde est irréversible. Et donc ces gens ont dit, ben voilà, la vraie physique, c'est la thermodynamique. Elle rencontre dans notre expérience des phénomènes. Et la physique de Newton, elle est bien pour décrire le mouvement des planètes. C'est une forme d'idéalité qui n'a rien à voir avec le concret de notre monde. D'accord ? Et ces gens étaient assez virulents. Et il y a un physicien viennois qui s'appelait Boltzmann, qui lui a écrit des équations qui s'appellent les équations de Boltzmann, en disant non, on peut comprendre l'irréversité des phénomènes à partir de lois réversibles. Autrement dit, il dit une équation physique peut expliquer des phénomènes qu'elle contredit. Et son argument, il vient de Galilée. Regardez, Galilée, vous le savez, il a découvert la loi de la chute des corps. Il a compris, en 1604, que si on était dans le vide, ce qui n'est pas le cas, tous les corps, quelle que soit leur masse, tomberaient à la même vitesse. Et il l'a compris sans le voir. Puisqu'à son époque, non seulement on pensait que le vide n'existait pas, mais on ne savait pas le fabriquer. Donc il voyait bien que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Tout le monde a vu ça. Aristote l'a vu, il l'a théorisé dans son livre Traité du ciel. Il dit même un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus lourd. Aristote écrit qu'il y a proportionnalité entre la vitesse de chute et la masse. Et cette phrase a été enseignée pendant des millénaires, alors qu'on voit bien que, même si l'idée générale est bonne, la phrase est fausse. Vous prenez un rocher qui a 1 million de fois la masse d'un petit caillou. Vous les laissez tomber d'une certaine hauteur en même temps. Est-ce que vous êtes sûr que le rocher va tomber 1 million de fois plus vite que le caillou ? Non. Donc la loi d'Aristote contredit l'observation. Mais elle ressemble en gros à ce qu'on voit. Une enclume tombe plus vite qu'une plume. Et Galilée va comprendre que la vraie loi de la chute des corps dit l'enclume tombe à la même vitesse que la plume. Ce qui n'est pas ce que nous voyons. Et après, il faut expliquer comment une loi qui contredit ce qu'on voit explique quand même ce qu'on voit. Et Galilée dit, ben voilà, il y a la gravité qui fait tomber tous les corps à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Mais si les corps ne tombent pas dans le vide, ils vont subir d'autres forces liées à la présence de l'air, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, qui sont responsables des différences de vitesse que nous voyons. Autrement dit, ce qui fait que les corps ne tombent pas à la même vitesse pour nous, ce n'est pas du tout un effet qui vient de la gravitation, c'est un effet qui vient du fait que les corps ne tombent pas dans le vide. Mais Boltzmann, il dit ça, finalement, les lois de Newton qui sont réversibles, peut-être qu'elles expliquent elles aussi des phénomènes qui ne leur ressemblent pas, c'est-à-dire des phénomènes irréversibles. D'accord ? Et il va montrer par un calcul absolument génial que si on fait l'hypothèse que, par exemple, les gaz sont formés d'atomes nombreux, et si on fait l'hypothèse que les atomes obéissent aux lois de Newton, donc à des équations réversibles,
S'il y a beaucoup d'atomes, collectivement, ils vont avoir un comportement irréversible. Autrement dit, l'irréversibilité s'explique non plus à partir d'équations irréversibles, mais à partir du fait que la matière est faite d'atomes et que ces atomes sont très nombreux. Et plus il y en a, plus le comportement du système qu'il forme est irréversible. Donc il comprend qu'on peut expliquer l'irréversibilité des phénomènes par des équations réversibles, à condition de faire l'hypothèse que l'atome existe. On est en 1880, personne n'a jamais vu d'atome. La plupart des physiciens pensent que l'atome est une entité physique qui ne peut pas exister. On lui tombe dessus. Il y a des colloques qui sont organisés, notamment avec un physico-chimiste qui s'appelle Oswald, échange de lettres très virulent. Et Boltzmann, c'est quelqu'un qui était fragile psychologiquement. Je pense qu'on pourrait dire aujourd'hui qu'il était bipolaire, mais je ne veux pas faire de la psychiatrie par rétrodiction. Et en septembre 1906, alors qu'il est en vacances à Trieste avec sa famille, il est au bord de la plage, il quitte ses enfants et sa femme, il va à l'hôtel où il réside et il se pend dans la chambre. Ça, c'est septembre 1906. Okay. Décembre 1906, Jean Perrin, à Paris, démontre l'existence de l'atome, grâce à un calcul qu'a fait Einstein en 1905 sur le mouvement brownien. D'accord ? Donc vous voyez, quand on a une contradiction entre une théorie et une observation, il y a deux solutions. Soit la solution est législative, c'est-à-dire il faut changer la loi, soit la solution est ontologique. C'est-à-dire on dit il y a dans l'univers des choses qu'on n'a jamais vues, qui, si elles existent, rétablissent l'accord. En l'occurrence, la solution était ontologique. Il n'y avait pas besoin de changer les équations de Newton. Il y avait juste besoin de dire il y a des atomes. Il y a des choses qu'on n'a jamais vues qui, si elles existent, permettent de comprendre l'irréversibilité des phénomènes par des équations réversibles. Donc, la morale de l'histoire, c'est que la physique, c'est ma conclusion, elle distingue deux choses que le langage courant confond. Il y a le cours du temps, qui est toujours irréversible. D'accord ? C'est-à-dire que tout instant présent est un instant inédit, comme je vous l'ai dit. Et dans ce cours du temps, toujours irréversible, il y a des phénomènes réversibles et il y en a d'autres qui sont irréversibles. C'est ce qu'on appelle la flèche du temps, qui n'a rien à voir avec le temps. La flèche du temps, c'est le fait que la plupart des systèmes ne peuvent pas retrouver dans leur futur un état qu'ils ont connu dans leur passé. D'accord ? Et ce problème de la flèche du temps, c'est un problème énorme en physique, je ne vais pas trop en parler, mais en tout cas, la physique distingue les deux choses. Alors que nous, on les confond. On pense que c'est le temps qui, par exemple, nous fait vieillir. Ben non, le temps, il nous fait prendre de l'âge. Le temps, il nous fait prendre de l'âge. Le vieillissement, c'est autre chose. Ce n'est pas le temps qui nous fait vieillir. Ce qui nous fait vieillir, c'est ce qui se passe dans le temps, les phénomènes biologiques. D'ailleurs, il y a des tas de systèmes qu'on connaît bien en physique qui sont condamnés à mourir sans jamais avoir vieilli. Ils prennent de l'âge, mais ça ne modifie pas la probabilité qu'ils ont de mourir dans l'année qui vient, par exemple. Ce qu'on appelle le vieillissement, ce n'est pas l'âge. La définition officielle du vieillissement par l'Institut national des études démographiques, c'est l'augmentation au cours du temps de la probabilité de mourir dans l'année qui vient. Ben, par exemple, un homme en France, entre 23 ans et 39 ans, il ne vieillit pas. Il prend de l'âge. Mais un homme de 23 ans, d'après les statistiques, a la même probabilité de mourir dans l'année qui vient qu'un homme de 39 ans. D'accord ? Donc pendant cette période, on prend de l'âge sans vieillir. Après, ça se gâte. Non, après, ben maintenant, prenons un atome radioactif. Vous savez qu'un atome radioactif, c'est un atome qui est condamné à disparaître, à se désintégrer. Alors, je vais prendre un atome radioactif que vous connaissez bien, le carbone 14. En fait, quand vous prenez 1000 atomes de carbone 14, et si vous attendez 5700 ans, au bout des 5700 ans, il y en a la moitié qui s'est désintégrée et l'autre moitié qui ne s'est pas désintégrée. Okay. Maintenant, je prends un atome de carbone 14 qui a été créé il y a 2 minutes.
je le mets dans ma main gauche. J'en prends un autre qui a été créé il y a 13 milliards d'années, je le mets dans ma main droite. Vous m'accorderez qu'ils n'ont pas le même âge. Mais ils ont exactement la même probabilité de se désintégrer dans l'heure qui vient. Autrement dit, leur probabilité de mourir est complètement indépendante de leur âge. Autrement dit, ils meurent sans jamais avoir vieilli. Donc on a tort d'associer temps et vieillissement. D'accord ? Et pour finir, je crois que je n'ai pas été clair. Hein. Vous avez compris ou pas ? Moi, j'avais un prof de physique qui nous disait « Si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été clair. Hein » Donc vous me direz. Mais quand vous aurez du temps, vous taperez sur Google le nom d'un peintre franco-polonais qui est mort en 2011, qui s'appelait Roman Opalka. O-P-A-L-K-A. Et en fait, c'est un gars qui, en 1964, alors qu'il vivait en Pologne, avait rendez-vous avec sa compagne dans un café. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable et sa compagne tarde à arriver. Et il raconte qu'il a senti pendant l'attente ce qu'il appelle la compacité du temps. Il y a le fait que quand on est impatient, ça augmente la durée perçue pendant l'attente. Plus on est impatient, plus on a l'impression que le temps traîne, pour reprendre l'idée de vitesse du temps. Et ça l'a tellement traumatisé que, entre 1964 et sa mort en 2011, il a fait tous les jours la même chose. Il a pris des toiles d'1,80 m sur 1 mètre avec un fond noir. Et avec un pinceau et de la peinture blanche, il a peint la suite des nombres entiers. Voilà, tous les jours. Chaque tableau demandait plusieurs jours pour être rempli de nombres, 1, 2, 3, etc. Et quand il terminait un tableau, il se prenait en photo exactement dans la même position, avec le même appareil, le même éclairage et les mêmes vêtements. Il a fait ça pendant plusieurs décennies. Et je l'ai rencontré juste avant qu'il meure. Il n'avait jamais entendu parler de physique. Ce qui a motivé son choix, c'est beaucoup de choses, notamment le fait qu'il avait été déporté et donc il avait des chiffres écrits sur son bras. Et il y a toutes sortes de choses relatives au temps qu'il avait traumatisé dans son adolescence aussi. Bref. Et quand vous regardez son œuvre, donc des tableaux qui montrent la suite des nombres entiers, ça c'est le cours du temps. Tous les nombres sont différents, mais ils sont tous fabriqués de la même façon. De la même façon que tous les instants du temps sont différents, mais ont tous exactement le même statut. Donc cette suite des nombres illustre ce que j'appelais tout à l'heure le cours du temps irréversible. Et puis son visage qu'il photographie, à mesure que le temps passe, les années passent, il se marque de rides, les cheveux blanchissent, vous voyez de quoi je parle. Ça, c'est la flèche du temps. C'est l'irréversibilité, non pas du temps, mais des phénomènes temporels. Et donc, il a produit une œuvre qui montre la distinction que la physique fait entre le cours du temps et la flèche du temps. Autrement dit, entre le temps même et le devenir. Les nombres comptent, les photos racontent. D'ailleurs, ça marche aussi en allemand. Zahlen, erzählen. Il y a une sorte de distinction qu'on peut faire entre le fait de compter et le fait de raconter. Voilà ce que je voulais dire et je m'excuse d'avoir été trop long. Voilà. Merci beaucoup, Étienne Klein, pour, je dirais, cet exercice de vulgarisation. Parce que c'est le problème qui se pose pour nous autres. Je pense que c'est le cas de la majorité des gens qui sont là, sauf le fait d'avoir fait des études en physique, disons, assez développées. Ça, c'est une première chose. Ce que vous dites, c'est extrêmement difficile à comprendre. En tout cas, c'est ce que j'ai... Mais vous avez essayé de nous faire comprendre un certain nombre de choses. Et notamment en utilisant des images, des métaphores. Par exemple, à la fin, c'était le peintre qui illustre bien donc, la différence entre le cours du temps et puis les phénomènes, disons, temporels, le cours du temps.
Donc, je crois que cet exercice, disons, de vulgarisation est un exercice qui est extrêmement difficile. Parce que vous nous avez dit, dans un premier temps, qu'on n'a pas les mots pour dire le temps. Le problème, c'est que le langage rate le concept de temps, quelque part. Et ça, le philosophe Francis Wolff, dans son livre Le temps du monde, c'est là-dessus donc je voudrais peut-être vous interroger, montre bien, c'est un philosophe du concept, Francis Wolff, et tout ce bouquin-là vise à conceptualiser le temps. C'est-à-dire savoir ce que le temps c'est, et quand on emploie le mot temps, de quoi on parle. Et il se heurte sans arrêt, au fur et à mesure, à un certain nombre de difficultés, parce que la difficulté à le dire, vous l'avez dit, ça aussi à un moment donné, ça entraîne une difficulté de le penser. Et pourtant, le philosophe, lui, il est accroché à ce désir, quelque part, disons, de définition, ce désir de conceptualisation. Il veut penser cette réalité. Et il essaye de trouver les mots, précisément, disons, pour le dire. Et il se heurte sans arrêt, disons, à une difficulté. Alors, il utilise, comme vous l'avez fait, des images et des métaphores, notamment la flèche. Vous avez parlé aussi du fleuve. Et le fait que c'est assez contradictoire. Parce que pour que ça s'écoule, comme vous avez dit, il faut qu'il y ait des berges. Or, on ne peut pas être en même temps dans le fleuve donc, et sur les berges. Et c'est ce qui va expliquer que les deux métaphores, par exemple, de la flèche et du fleuve, elles sont toutes les deux nécessaires pour nous imaginer le temps, mais en même temps, elles sont contradictoires. Et donc, ça va amener, c'est-à-dire que même en essayant de trouver des images du temps, parce que le concept échoue quelque part, dans une aporie, disons une impasse, eh bien, il essaye même de conceptualiser les images, mais ces images sont contradictoires entre elles. Donc on voit bien finalement, disons, le temps... alors, est-ce que vous pensez... Alors, il dit aussi une chose qui est intéressante, c'est que, par exemple, c'est parce que les physiciens se sont intéressés à la question du temps, à laquelle c'était depuis beaucoup plus longtemps que la physique intéressée. Hein. Bon, ils ont abandonné finalement un peu la pensée du temps aux physiciens. Et ils se sont réfugiés ou repliés, on va dire, quelque part, sur le temps de la conscience. Donc, les philosophes se seraient intéressés au temps de la conscience parce que c'était seulement ce qui leur restait au niveau, disons, de la pensée, quand les physiciens s'en sont emparés. Alors, le problème est de savoir si finalement, donc, alors que tout ce que nous dit la physique moderne, c'est contre-intuitif, ce qui ajoute une double difficulté à la vulgarisation. La première difficulté de la vulgarisation, c'est de faire comprendre avec des mots ce que les mots n'arrivent pas à dire. Bon. Et la deuxième difficulté, c'est que c'est contre-intuitif. Et que donc, alors, la question, c'est, à votre avis, en quoi la physique moderne nous permet quelque part, puisqu'elle est contre-intuitive, quelque part de penser le temps que nous vivons, nous les hommes, le temps du monde, comme dit Francis Wolff. Ou alors, est-ce que c'est un domaine finalement complètement séparé? Il y a un moment où la philosophie et la science sont complètement séparées, et cette séparation est irréductible. À vous, c'est intéressant de répondre à cette question parce que vous êtes précisément philosophe des sciences. Et donc, vous pouvez faire le joint entre la philosophie et la science. Moi, je vais le faire modestement, mais quand j'étais en... Vous m'entendez ? Quand j'étais en classe de terminale, je me souviens que j'entendais le professeur de physique qui nous parlait du temps. Enfin, il n'en parlait pas d'ailleurs, il le représentait, c'était T. Le temps, c'était T, point. Il n'y a même pas de commentaire sur cette symbolique, ce qu'elle implique, d'où elle vient. Le temps, c'était T. Et puis, le professeur de philosophie nous parlait du temps. On a eu, je crois, 1 mois de cours exclusivement sur le temps. Et il a cité les grands auteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Et moi, pendant la récréation qui séparait le cours de physique du cours de philo, je me disais, mais quand le professeur de philo parle du temps, est-ce qu'il parle de la même chose que le professeur de physique? Si la réponse est non, il ne parle pas de la même chose. Pourquoi c'est le même mot? On devrait leur attribuer des termes différents. Et si au contraire, ils parlent de la même chose, il y a une autre question qui advient, qui est, est-ce qu'ils disent les mêmes choses de cette même chose? Et la réponse était évidemment non. Donc moi, du haut de mes 17 ou 18 ans, je me posais la question que je posais tout à l'heure, à qui je dois accorder du crédit? Et je pense que c'est une question qui
n'a pas cessé de travailler et qui m'a conduit à écrire les livres que j'ai rédigés sur le temps. Mais pour répondre à votre question directement, je vais passer par une anecdote qui m'a été racontée par un ami qui est chef d'orchestre, qui est un grand admirateur de Maurice Ravel. Il m'a raconté qu'un soir à Paris, Maurice Ravel, qui était, paraît-il, un piètre chef d'orchestre, il a dirigé un orchestre qui jouait quelques-unes de ses œuvres. Et en plein milieu d'un morceau, Ravel a interrompu brutalement ce qu'on appelle la gestique, les mouvements des chefs d'orchestre. Il s'est immobilisé. Et donc ça a créé dans l'orchestre une cacophonie. Il y a des musiciens qui ont continué à jouer, chacun à son rythme, d'autres qui se sont arrêtés. Puis au bout d'un certain temps, enfin d'une certaine durée, pardon, il a repris sa gestique et ça a créé une seconde cacophonie. Et à la fin du concert, on lui a demandé, maître, que vous est-il arrivé? Et Ravel aurait répondu, pendant ce court laps de temps, j'ai entendu à l'intérieur de mon crâne une autre interprétation possible de mon œuvre que celle qui était jouée par l'orchestre. Donc sa musique intérieure l'a rendu sourd à la musique extérieure. Et quand il m'a raconté ça, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais c'est ça la condition humaine. Non pas qu'on soit enfermé dans notre moi, mais on est enfermé dans ce que Francis Wolff appelle notre monde. On est sur Terre, on est dans l'atmosphère, on n'est pas dans le vide. On voit le ciel avec nos yeux, en tout cas ça a été le cas pendant des millénaires, on voit le ciel avec nos yeux, puis avec une lunette, puis avec d'autres choses. Et ce monde dans lequel nous vivons nous fait croire des choses, par exemple, nous fait croire que les lois physiques ressemblent aux phénomènes physiques. Dans notre monde, les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Et donc, par induction, on dit plus un corps est lourd et plus il tombe vite. C'est faux. Dans notre monde, le temps apparaît universel et absolu. C'est faux. Autrement dit, le philosophe, il doit s'occuper de ce qu'est pour nous le monde et comment y vivre. Donc, il doit s'occuper du temps tel que nos vies nous le font sentir ou le mettent en scène. Mais les physiciens, eux, ils s'occupent de l'univers. Voilà. Enfin, c'est prétentieux de dire ça, mais en gros, les grands physiciens qui ont inventé la physique moderne, Galilée, etc., c'est des gens qui ont trouvé des stratagèmes intellectuels pour faire en sorte que le monde décoïncide d'avec ce qu'il nous montre. Ils ne font pas d'observation, en tout cas pas tout de suite, ils font des expériences. Ce n'est pas la même chose. Donc ils posent des questions contrefactuelles, ce qu'on appelle des expériences de pensée. Qu'est-ce qui se passerait si on était dans le vide? Ils raisonnent, ils réfléchissent, ils inventent des concepts, ils énoncent des lois, et armés de ces lois, ils viennent réinterroger le monde. D'accord? Et ça, c'est ce qui explique pourquoi toutes les lois physiques qu'on apprend à l'école, même les lois de physique classique, il n'y a pas besoin de faire de la physique quantique ou de la relativité, pour qui c'est encore pire. Toutes les lois physiques que vous avez en tête, que vous avez en mémoire, quand vous y réfléchissez, elles contredisent ce qu'elles expliquent. Notre expérience du mouvement, par exemple, c'est pour que mon vélo avance, il faut que je pédale. Et si j'arrête de pédaler, mon vélo s'arrête. Donc mon expérience du mouvement, c'est l'immobilité est contagieuse. Si je m'immobilise sur mon vélo s'immobilise. Et si je veux qu'un corps soit mis en mouvement, il faut que j'exerce une force sur le corps. Aristote l'a dit, pour qu'un corps soit mu, il faut qu'il soit mu par une force. C'est notre expérience du monde. Notre expérience du monde. Mais c'est complètement faux. C'est une expérience qui nous a induits en erreur. Comme Galilée l'a compris. Galilée dit un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne et uniforme. Donc Galilée vous dit, vous donnez un coup de pédale et vous faites le Tour de France. C'est ça le principe d'inertie. Et après, il faudrait expliquer pourquoi je dois pédaler. Je dois pédaler parce que quand je cesse de pédaler, il y a des forces qui continuent à s'exercer sur mon vélo. Le frottement de la route, la résistance de l'air. Et c'est ces forces-là qui m'immobilisent. Si elles n'existaient pas, je pourrais vivre le principe d'inertie. Donc,
Donc moi, je dirais que la séparation est là. Les physiciens, c'est des gens qui se méfient du monde, qui savent que le monde est une tromperie. En tout cas, nous trompe. C'est un semi-conducteur. C'est quelque chose qui est tellement particulier en termes de conditions physiques par rapport à ce qui se trouve ailleurs qu'on ne peut pas lui faire confiance. Autrement dit, pour comprendre le monde, il faut procéder à ce que j'appellerais une exotopie. Il faut aller se faire voir ailleurs. Pas forcément en allant dans une fusée, mais en émancipant sa pensée du spectacle du monde. Voilà. Il faut se méfier du spectacle du monde, parce que toutes les lois qu'on a dérivées de l'induction, avec l'idée que les lois des phénomènes ressemblent aux phénomènes, ont été démontrées fausses. Les lois n'ont jamais été trouvées par l'observation contemplative des phénomènes. Donc voilà, c'est là que je dirais que les physiciens sont mieux armés que les philosophes pour comprendre les propriétés du temps. Je ne parle pas de sa nature, mais les propriétés, son lien avec l'espace. Par contre, ils n'ont rien à dire sur notre expérience du temps, qui est, à mon avis, la mission principale des philosophes. Je caricature, parce qu'en fait, moi je pense que quand on sait des choses, ça change notre façon de les penser, évidemment, mais peut-être aussi notre façon de les vivre. Par exemple, moi quand je lis Heidegger, j'ai du mal. Hein. Il y a des phrases chez Heidegger, je me demande si c'est... Je ne sais pas ce qu'en pense Michael, mais parfois j'ai l'impression que c'est du Raymond DeVos. Quoi. Quand il dit l'étang de l'être surgit du néantir du néant. Bref, je me demande s'il n'est pas en train de se moquer de moi. Quoi. Mais pourquoi je dis ça? Parce que chez lui, comme chez Montaigne d'ailleurs, il y a l'idée que la mort corrode déjà le temps. C'est-à-dire qu'on est des êtres pour la mort, la finitude du Dasein, etc. Que être vivant, c'est déjà être en train de mourir. Bon, bah non. Non. Quand vous êtes vivant, vous êtes intégralement vivant. Donc la mort, ce n'est pas quelque chose qui corrode votre existence alors même que vous êtes vivant. C'est un moment obligatoire du futur. Et le seul fait de dire ça, ça change le rapport qu'on a au temps qui passe. C'est une anecdote, mais moi quand j'avais 30 ans, j'ai été victime d'une erreur médicale. Au sens où les médecins, voyant que j'avais une tumeur dans la gorge, m'ont condamné. Ils m'ont dit que j'en avais pour 6 mois. La preuve que la médecine, ce n'est pas une science parfaite. Donc j'ai perdu la voix, mais je n'ai pas perdu la vie. D'où ma grande référence philosophique. Il vaut mieux avoir une extinction de voix qu'être en voie d'extinction. Mais juste pour dire que j'ai compris là que tant que j'étais pas mort, j'étais pas mort. Et cette idée m'a énormément aidé psychologiquement. Alors que j'aurais pu me dire, tiens, on m'a annoncé que j'allais mourir, donc je suis déjà en train de mourir, etc. Ce qui aurait complètement ravagé ma psyché. Et peut-être m'aurait détruit. Et donc moi je pense que cette idée que la mort est là, etc., évidemment, ça ne revient pas à nier l'existence de la mort. Mais au lieu de dire qu'elle est là à abîmer notre existence, de considérer que le fait de savoir qu'on va mourir, par effet retour, vient doper notre élan vital. C'est parce que nous savons que nous allons mourir que nous devons vivre intensément. Chacun fait comme il veut, mais en tout cas, on ne peut pas procrastiner trop, quoi. On ne peut pas trop se raconter d'histoires. Et vous voyez comment, à mon avis, hein, on peut ne pas être d'accord, mais à mon avis, le fait de mal penser le temps peut conduire aussi à mal le vivre. On va donner maintenant la parole à la salle. Oui. On pose quelques questions parce qu'on doit arrêter. On est nous aussi limité par le temps. On aura toute l'après-midi. Non, pas par le temps. On aura. Ouais. On aura absolument. Et il s'agit de ne pas le perdre. Vous êtes limité par le programme, pas par le temps. Et donc nous aurons tout loisir cet après-midi pour questionner Michael et Étienne et Michel. Mais juste une dernière question et puis on arrêtera, si vous voulez bien. Une question de la salle, alors.
En définitive, quel est le moteur du temps? Mais je vous remercie de poser la question, mais j'ai dit que je ne savais pas. Allez, une dernière. Moi j'ai une question un peu scolaire. Quelque chose que je ne comprends pas. Je suis là. Une année-lumière, c'est une unité de mesure. Une unité de temps, c'est la distance parcourue par la lumière pendant 1 an. Or, je lis et je ne comprends pas que l'âge de l'univers est à peu près maintenant connu grâce au James Webb de 13,7 milliards d'années-lumière. Et quand je regarde quelle est la taille de l'univers, le diamètre de l'univers observable, je lis qu'il est de 93 années-lumière. Je ne comprends pas comment l'un peut s'articuler avec l'autre. Mais je ne comprends pas le problème. Alors, déjà, l'âge de l'univers, en fait, ça ne veut pas dire qu'on mesure la durée qui sépare l'apparition de l'univers d'aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas si l'univers a une origine. Le Big Bang, ce n'est pas ce qu'on raconte, à savoir une explosion qui aurait créé tout ce qui existe. Le Big Bang, c'est en fait ce qu'on peut décrire, c'est ce qui s'est passé entre le mur de Planck et aujourd'hui. Et le mur de Planck, en amont du mur de Planck, on ne sait pas trop ce qui se passe, parce qu'on n'a pas les théories pour décrire ce qui s'est passé. Donc on ne sait pas dire si l'univers a une origine. Première chose. Donc quand on parle de l'âge de l'univers, c'est la durée qui sépare le mur de Planck de l'instant présent pour un observateur particulier. Parce que je vous ai dit, le temps propre, il dépend des observateurs. Donc en fait, tous les observateurs qui auraient été présents au mur de Planck et aujourd'hui, selon le mouvement qu'ils ont eu dans l'espace, ne mesuraient pas la même durée. En fait, 13,7 milliards d'années, c'est la durée maximale qu'a pu mesurer un observateur présent au mur de Planck et présent aujourd'hui. En fait, c'est ce qu'on appelle un observateur en chute libre. C'est-à-dire un observateur qui ne sent pas qu'il a un poids. D'accord ? Et tous les observateurs qui sont en mouvement par rapport à lui vont mesurer à leur montre une durée plus courte que celle-là. D'accord ? Et il y a une autre chose qui se passe, c'est que pendant que l'univers prend de l'âge, son espace se dilate. C'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers, qui ne vient pas du fait, comme je l'ai dit, que les points s'éloignent les uns des autres, mais que l'espace qui les sépare gonfle. D'accord ? Et c'est ce rythme de ce gonflement qui détermine la taille de l'univers. D'accord ? Est-ce que ça recolle les morceaux ? Oui, bonjour. Du coup, j'ai une question saugrenue. Si un observateur était à l'extérieur de l'univers, est-ce qu'il pourrait voir le temps qui s'écoule ? J'en sais rien. Merci. Et vous parlez, attendez, vous parlez de l'univers observable ou ? C'est saugrenu, c'est-à-dire quelqu'un qui sera à l'extérieur de l'univers observable. Est-ce que du coup, il pourrait avoir la conscience du temps qui s'écoule ? En fait, plus l'univers prend de l'âge, plus l'univers observable s'étend. D'accord ? Donc plus on a accès à des zones qui étaient cachées par l'horizon. Donc je pense que si vous voulez avoir la bonne réponse à votre question, il faut que vous arrangiez pour vivre très longtemps. Voilà. Ou à l'extérieur de l'univers. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Observable. Bien, merci. On va arrêter ce matin. On reprend à 14h30. Je vous signale que merci 1000 fois à Étienne et à Michel. C'était absolument passionnant. Dans le temps